Et coucou la compagnie, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Bienvenue en première instantanée sur YouTube, je suis là dans le chat si vous voulez papoter par rapport au reveal et par rapport à ce que je dis. Les deux cartes révélées de mon côté seront donc en fin de vidéo. Et je suis là de côté parce qu'il y a une petite annonce, tout simplement que nous sommes aujourd'hui donc samedi à midi. Et demain soir, le dimanche à 21 h sur la chaîne de la Mulligan Up TV, je ferai partie de l'équipe. J'ai été invité pour la radio Mulligan. Et du coup, on va pouvoir parler un petit peu des derniers résultats de tournoi, parler un petit peu de pas mal de choses, et surtout j'aurai une grosse annonce à faire, une grosse révélation entre guillemets, qui vous intéressera tout particulièrement si vous aimez le compétitif ou si vous faites partie d'une équipe compétitive sur leur canal. J'espère que tout ça vous intéressera, on se dit à très vite et surtout bon visionnage. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Lorcana, ici c'est Ketal et on va vous montrer 30 nouvelles cartes qui ont été révélées récemment. Alors entre le moment où je sors cette vidéo et le moment où je fais le reste, il y a encore 30 cartes qui sont sorties, donc clairement la prochaine vidéo sortira normalement lundi, au pire des cas mardi. Mais donc on est là aujourd'hui pour vous présenter 30 cartes plus 2 cartes que je vous révélerai donc en fin de vidéo. J'espère que ça va vous plaire et vous donner envie de mater un petit peu les autres vidéos d'analyse que j'ai faites. On va commencer tout de suite avec la première des 30 cartes, donc Lose the Way. Action pour 2, on peut incliner un personnage adverse et si jamais on incline ce personnage adverse, on peut choisir de défausser une carte, auquel cas le personnage incliné ne se redressera pas au début de son prochain tour. J'aime bien la capacité d'avoir le choix en fait entre pour 2 j'incline ou pour 2 j'incline et en plus il ne se redresse pas, mais ça coûterait une carte en plus, ce qui voudrait dire que ça coûterait 2 cartes pour incliner un personnage qui ne se redresse pas. Ça commence à coûter un peu cher. Dans un certain sens, je suis coincé, ferait un taf meilleur parce qu'il garde un personnage incliné. Bon, ici, on peut en plus l'incliner, mais vraiment, le coût de 2 cartes est vraiment trop cher. Je pense pas que cette carte sera jouée. Pour faire d'inclinaison, on a de meilleures cartes de manière générale. On enchaîne avec Gazelle pour 2 ancrables, une 1-2 Handler avec une capacité très intéressante parce que lorsqu'on joue Gazelle, eh bien, on peut choisir un autre personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de son prochain tour. Excusez-moi, je tousse encore un peu. Et du coup, l'avantage de cette gazelle, c'est clairement qu'on peut mettre ces petits insaisissables sur un personnage à 3 de l'or ou 4 de l'or, et du coup essayer de faire en sorte qu'il gagne un tour de plus. Pour seulement 2, ça permet soit d'avoir un tour 1 qui va être plus tranquille, par exemple je pense aux Zourdins, qui pourrait avoir insaisissable histoire de faire un autre tour à 2 de l'or avant d'être géré par l'adversaire, ou alors en plus milieu fin de partie de pouvoir donner insaisissable à des personnages plus importants. C'est pas une mauvaise carte, loin de là, ça peut être excellent en vert violet parce qu'on pourrait la remonter en main, la rejouer pour seulement 2 pour redonner insaisissable. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette carte, le fait que ça soit qu'on la joue et que ce soit une carte pas chère la rend plutôt intéressante, un petit x2 peut-être pour les futurs decks vert violet qui voudraient avoir un peu plus d'insaisissable, pourquoi pas. On continue avec Jim Hawkins, spécialiste en gréement pour 5 non ancrables, une 5-5 de l'or, Alter 3, très intéressant. Maintenant, il va falloir trouver du Jim Hawkins qui coûte 2 en acier ou même qui coûte 1 si possible. Et surtout des Jim Hawkins si possible aussi qui résistent à 2 de dégâts pour que ce soit fort contre Steel Song. Mais mine de rien, pour tour 3, une 5-5 de l'or, déjà de base, c'est des super stats à avoir au tour 3. Il y a vraiment peu de choses qui peuvent vous gérer. Le Zeus, il peut arriver un peu après en général. Donc là, vraiment, 5-5 tour 3, vous êtes plutôt pas mal. Face à bleu-rouge, vous êtes très bien parce que c'est une carte qui va être embêtante à gérer pour lui, d'autant plus qu'avec les 2 de l'or, vous allez pouvoir faire du rush, à part s'il y a Maui, bien évidemment. Mais du coup, en plus de ça, quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ou un lieu, lui infliger un dommage. C'est un petit effet qui se coule, ça vous permet peut-être d'optimiser certains trades. Je pense pas que ça soit game breaker pour moi. Ce qui est vraiment bien dans cette carte, c'est que au tour 3, vous avez un gros ton avec de la stat. Le gros défaut, bien évidemment, c'est qu'il est non ancrable. Mais à côté de ça, un alter à 5 qui peut arriver tour 3. En acier, on aime bien parce que ça peut chanter plein de chansons intéressantes. Donc, pourquoi pas, ça va vraiment entièrement dépendre de si jamais il a un alter à 1 ou à 2 intéressant en acier. Parce que dans les autres couleurs, pour l'instant, à part en rouge, il y en a un à 2, c'est une 3-2. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. On enchaîne avec King Hubert, bon, pour 3 ancrables, une 3-4 de l'or, le classique Madame de garde-robe, ce coup-ci en acier. Bon, il est king, enfin il est roi, il est mentor, bon mentor ça sert à rien, roi pas des masses. Je pense pas pour l'instant que ça va être intéressant, donc je vais pas non plus m'épiloguer sur ce genre de cartes comme d'habitude. Ensuite, John Silver, ce qui est assez marrant, c'est que l'effet quand il rentre en jeu, c'est l'effet de la poêle à frire, et je trouve ça marrant parce que c'est une version cuisinier, et il a lui-même une poêle à frire. Le RP est respecté, les poêles à frire font perdre un tour pour attaquer. Pour 3 ancrables, 3-3, 1 de l'or, sa capacité, pour le moment dans le jeu, je la trouve pas si intéressante que ça, alors c'est pas totalement mauvais non plus, mais empêcher l'adversaire d'attaquer, déjà ça marche pas si l'adversaire compte jouer une charge pour nous attaquer.
Et bah en fait, le personnage en face, peut-être qu'il comptait pas attaquer, peut-être qu'il comptait faire d'autres choses. Donc les moments où c'est vraiment utile sont peu nombreux, vu que la plupart du temps, c'est des personnages chars qui t'attaquent, ou alors des personnages qui n'ont pas spécialement de capacité quand ils t'attaquent. Donc, bon, tel quel, je trouve ça pas ouf. Après, il a 1 milliard de traits, ça c'est bien. L'autre chose qui est bien, c'est que vous allez voir un peu plus tard, il y a un alter qui déconne 0, donc il y aura peut-être des choses à faire à ce niveau-là, et on pourra donc jouer l'alter John Silver avec 2 John Silver pas chers, ou alors sans jouer le John Silver qui demande de mettre beaucoup de lieux pour être intéressant, pourquoi pas. On continue avec le charpentier. Pour 2 ancrables, une 1-1, 1 de l'or. Quand ce personnage est banni, on peut incliner un personnage. Alors, bon, pour l'inclinaison, c'est pas ouf parce que là, le personnage incliné, alors certes, il sera incliné pendant notre tour, ça peut être intéressant. On peut aussi envoyer le charpentier se sacrifier sur un personnage adverse pour ensuite en incliner un autre ou incliner celui qu'on a commencé à taper dessus. En même temps, non, parce que sinon on n'aurait pas pu taper dessus, donc ce que je dis, ça n'a aucun sens. Mais l'idée générale, c'est de l'inclinaison, mais soit vous allez faire prendre votre tour, ça demande de l'attaquer, c'est quand même un peu compliqué, soit c'est l'adversaire qui décide quand. De manière générale, quitte à faire jouer l'inclinaison pour 2, on va clairement préférer le Pinocchio pour 2 non ancrable qui incline en entrange. Ça sera une bien meilleure carte, vous choisissez quand vous la faites, ça peut se remonter en main et se réutiliser avec des mimes et des merlins, enfin non, juste avec des mimes, mais bref, vous avez l'idée. Je pense que le charpentier malheureusement ne sera pas joué. Ensuite, Roux qui est adorable. Pour 2 ancrables, une 1-2-1 de l'or. Et quand on joue ce personnage, on peut donner moins de d'attaque jusqu'au début du prochain tour à un autre personnage. Donc ça peut être utile pour que votre tour 1 aille attaquer un personnage en face sans forcément se faire bannir. Ça peut être utile en cours de partie pour utiliser des capacités, bon, des trucs qui jouent sur les personnages qui ont peu de force. On commence à avoir vraiment beaucoup en nombre de capacités qui baissent la force adverse. Donc évidemment, il y a des combos avec du vert pour Sol Océan ou avec du rouge pour la pléthore de gestion du genre qui peuvent être cool. Donc peut-être voir un futur jaune-rouge basé sur la baisse de force adverse qui serait un peu comme un bleu-rouge qui baisse la force et qui après bannit. Mais là on aurait beaucoup plus de moyens de baisser la force, donc ça serait vachement plus rentable à long terme. À voir si jamais c'est vraiment jouable. Je mets une petite note quand même supplémentaire pour le petit texte d'ambiance. Regarde tous mes bateaux maman, on va aller sur la mer Azurée. Voilà, il y a les petits bateaux en papier à côté, je trouve ça absolument adorable. Puis bon, commencez à retenir les textes, hein. Je rappelle que dans le Lorca Quiz, maintenant ça pourrait tomber, donc méfiez-vous. On continue avec Prépare to Board, préparez-vous à l'abordage, sûrement en français, pour un ancrable. C'est l'équivalent de la trahison du 7-1, c'est-à-dire c'est une carte action qui va permettre de donner plus 2 d'attaque, plus 2 de force, mais s'il y a un trait particulier, une classification particulière, on a plus 3 à la place. La trahison du 7-1, c'était pour le trait des vilains, ici donc les méchants, et ici on a pour les pirates. Bon, c'est pas ouf. Si jamais ça faisait piocher, ça serait intéressant, mais pour faire piocher, bah, c'est une autre carte qui s'appelle improviser. Donc là, tel quel, je ne pense pas que ça sera joué. Ensuite, le Prince Philippe, pour 3, 3-2, 2 de l'or avec Protetto. Et on a appris dans la vidéo précédente que ce n'était donc pas rempart, ce n'est pas protection entre guillemets, c'est hors d'atteinte. Donc pour 3, une 3-2 hors d'atteinte, et ben j'aime bien parce que les 2 de vie sont moins gênants parce qu'on est hors d'atteinte. Les 3 d'attaque vont nous permettre d'esquiver la grande Sissou. Bon, évidemment, il se prendra toujours des tuons à la bête, mais c'est moins présent dans la méta pour l'instant, donc peut-être que ça peut aider. Et derrière, bah, il fait 2 de l'or, donc c'est un personnage qui va faire ses 2 de l'or comme d'habitude de manière plutôt sereine. Et en plus de ça, derrière, il a des stats pas trop mauvaises. Donc bah ouais, j'aime plutôt bien ce Prince Philippe 3-2 de l'or. Je trouve que c'est plutôt des bonnes stats en ayant hors d'atteinte. Pas mal du tout. On continue avec Embuscade pour 3 non ancrables. C'est une action qui permet d'incliner un de nos personnages pour mettre autant de dégâts que son attaque à un autre personnage. J'adore ce genre de capacité. Je pensais vraiment qu'il le mettrait plutôt en émeraude, parce qu'en émeraude on a les boosts de force sur nos personnages. Et donc là ce qui est assez intéressant, c'est que si jamais on booste la force de nos personnages, on boostera le blast qu'il va pouvoir faire derrière. Donc avec du rubis ou avec de l'émeraude pour booster la force des personnages, ça peut être très intéressant. On peut aussi imaginer voilà, des Maoi qui peuvent faire ça directement sur des personnages adverses. Je pense qu'en gris-rouge, il y aurait des choses à faire parce qu'on a pas mal de personnages qui ont beaucoup de force et donc ça permettrait de mettre des gros blasts. Maintenant la carte a 2 défauts. Le premier, évidemment, c'est non ancrable, c'est pas une chanson, donc ça va être pas si simple que ça à jouer dans les decks. Et le deuxième défaut, c'est que vu qu'il faut incliner le personnage en tant que coup de la carte, ça veut donc bien dire qu'on ne peut pas le faire avec des personnages qui ne sont pas secs. On peut pas jouer un personnage et directement s'en servir en inclinant avec embuscade pour pouvoir mettre les dégâts à l'adversaire. Non, 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 il faut bien que le personnage soit sec, c'est un coup, ça a été confirmé sur les différents réseaux. Donc, ça rend la carte pas si simple d'utilisation, mais ça permet d'utiliser un de vos personnages pour attaquer, entre guillemets, un personnage adverse sans prendre de dégâts.
et voire même de le faire sur un personnage en face qui est encore redressé. Une espèce de pick a fight amélioré dans un certain sens, sauf qu'on ne mettra pas les bonus d'avoir défié un personnage adverse, donc il faut peser dans la balance les pour et les contre. Mais je trouve cette carte super intéressante, en tout cas, comment dire, je sais pas si ça sera joué, mais j'aime bien ce genre d'effet, on peut dire ça comme ça, voilà. Subjectivement, j'aime bien la carte, objectivement, on verra. On enchaîne avec une carte qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce qu'elle pourrait donner un nouveau deck jaune-rouge très intéressant. La piste de course de Sugar Rush, mais la version ligne d'arrivée. En ambre pour 2 non ancrables, 7 de volonté. 6 pour rentrer dedans, ça paraît énorme, mais bon, justement, on va en parler. Pourquoi ça paraît énorme? Parce que si jamais un personnage entre dans ce lieu depuis un autre lieu, auquel cas on peut bannir la ligne d'arrivée pour gagner 3 de l'or et piocher 3 cartes, c'est beaucoup. Et en fait, bah déjà, on a la piste de cours de Sugar Rush, la première, en rubis, qui coûte seulement 1, qui permet d'incliner un personnage et de lui mettre un dégât pour le déplacer sur un autre lieu gratuitement. Donc la combo est évidente. Mais en dehors de ça, je rappelle qu'on a des cartes du genre tuk-tuk ou voyage, des LS, tout ça, pour pouvoir justement déplacer des personnages, entre guillemets, gratuitement. Il y a un coût, c'est un personnage, une action, mais en tout cas, on ne prend pas en compte le coût sur le lieu. Et donc, en jaune-rouge, on aurait les moyens de pouvoir trigger cette carte très facilement. Et mine de rien, bah en fait, si vous avez un personnage en jeu et les deux Sugar Rush, la ligne d'arrivée et celle de base en rubis, bah en fait, vous jouez celle de base en rubis. Pour un, vous mettez un personnage dedans. Puis vous l'inclinez, enfin plutôt pour 2, vous jouez cette carte-là, donc pour 4 d'encre au total. Donc pour 1, vous jouez le premier Sugar Rush, pour 2, vous jouez le deuxième Sugar Rush, pour 1, vous mettez le personnage dans le premier Sugar Rush, puis vous l'inclinant, lui mettez un dégât, et ça vous permet directement de le placer sur ce lieu, et donc pour 4 et 2 cartes, vous piochez 3 cartes, pardon, et vous gagnez 3 de l'or, et vous avez toujours le premier Sugar Rush qui est présent. Hein. En plus de ça, on a vu, je spoil un peu plus tard, mais une mini dont on parlera dans une prochaine vidéo qui permet de récupérer de la défausse. Il y a des choses à faire en jaune-rouge, basées sur des lieux. On rappelle qu'il y a Jim Hawkins qui permet de jouer des lieux gratuitement et de rentrer dedans gratuitement. Donc vraiment, il y a un paquet de trucs à faire. Je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner. En tout cas, de nouveaux builds possibles en ambre rubis, très intéressant. On continue avec Baymax Healthcare Chip, donc la petite puce de Baymax. Et si vous ne le savez pas, je vous conseille de checker un petit peu. Je ne sais plus quelle scène c'est particulièrement, c'est une scène d'Iron Man, je ne sais plus lequel c'est, dans laquelle il choisit une cassette pour la mettre dans son armure. Et en fait, si vous regardez les différents noms sur les cassettes, il y en a une, c'est marqué Tadashi en référence à Big Hero 6. J'adore cette rêve dans les Marvel. Comme quoi, finalement, c'est peut-être canon Big Hero 6 dans Marvel, j'aime beaucoup l'idée. Pour 2 ancrables, donc c'est un objet qui permet de faire une chose parmi deux. En gros, soit on soigne de 1, soit si vous avez un robot en jeu, vous pouvez soigner de 3 un personnage. Ce que j'aime pas avec cette carte, c'est que premièrement, le soin dans l'Arcana, vous le savez, nous le savons, c'est pas si fort que ça comme mécanique en général, parce qu'en général, l'adversaire va bien choisir ses trades pour pas blesser vos personnages sans forcément les gérer, et donc c'est pas si efficace que ça. L'autre défaut, c'est qu'en fait, le Zirgouflex est littéralement meilleur parce que moins cher. Pour 1, il soigne de 1 à chaque tour. Si vous avez un robot, c'est meilleur, mais de manière générale, quitte à payer pour 2, je pense qu'on préférait jouer la potion de soin, c'est pas vraiment le bon terme, mais l'objet ambre qui pour 2 soigne de 2 tout le temps, quelles que soient les conditions, comme ça, robot ou pas, vous êtes tranquille. Cette carte-là, je ne pense, ne verra pas le jour malheureusement. On enchaîne avec une carte que j'aime beaucoup, Madame Mime pour 3 non ancrables, une 2-3, 1 d'or. Pour une fois, pas une Madame Mime qui ronde des personnages en main, c'est intéressant à déjà avoir ça. Mais une capacité excellente, je trouve. Pour 2 encres, vous pouvez choisir et défausser une carte de votre main pour gagner 1 de l'or. Et ça, clairement, ça peut clore des parties. Vous êtes à 18, vous avez 3 cartes en main, dont la Madame Mime. Vous la posez pour 3, vous claquez 4, vous défaussez vos 2 cartes, vous gagnez la partie. Bref. Si jamais vous avez un deck qui pioche énormément ou qui a beaucoup de cartes en main, des rêves bleus, tout ça, ou tout simplement la couleur améthyste, qui pioche de base beaucoup, et bien si vous avez des surplus de cartes, vous pouvez les transformer en l'or, et ça, j'aime énormément l'idée. J'aime beaucoup cette Madame Mime, je sais pas si elle verra le jour dans des jeux, mais franchement, des decks qui piochent énormément et qui font du lore de manière passive, je commence à avoir un paquet d'idées pour en faire en violet-gris par exemple. Donc à voir, violet-gris peut-être, on aura des bonnes cartes pour jouer, à défaut de jouer Jafar. Un petit yokai pour un ancrable professeur Callaghan, donc 2-2, 1 de l'or avec le trait méchant et inventeur.
petit spoil du film, désolé, on voit qu'il a le chromicome de Saphir dans les mains, donc intéressant de voir que les chromicomes sont apparus à différents endroits de l'Orcana et que différents personnages ont mis la main dessus. Je trouve ça assez intéressant. En dehors de ça, bon, pour 1-2-2, on va pas les péléguer dessus, mais à savoir quand même qu'il y a un yokai alter, dont on parlera dans une future vidéo, et donc ça permet d'avoir une base d'alter intéressante, pourquoi pas. Unfortunate Situation, scène du Roi Lion, où voilà, la petite souris malheureusement qui est dans les griffes de Scar. Pour 4 ancrables, une action qui permet de dire que votre adversaire va choisir un de ses personnages et lui mettre 4 dégâts. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça passe au travers de hors d'atteinte. Alors on aurait adoré que ça mette 5 pour gérer les Big Ben. Très clairement en acier ça aurait été assez cool. Mais là, tel quel, écoutez, ça peut ne pas être si mauvais. 5 dégâts, ça aurait vraiment été trop bien. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait. En fait, si, je sais pourquoi, parce que ça aurait peut-être été trop fort. Mais là, tel quel, défaut, on choisit pas l'adversaire, mais avantage, on passe au travers d'air d'atteinte. Mais le vrai défaut par rapport à d'autres cartes, c'est que par rapport à Zeus, on met un dégât de moins, on choisit pas. Et surtout, c'est pas une chanson. Donc, je ne suis pas sûr que ça sera joué, je pense que c'est vraiment une carte de méta très particulière. Il faudrait vraiment des personnages à 4 hors d'atteinte très importants dans la méta pour qu'on commence à les jouer. Dingo en émeraude dont on a déjà parlé en sera un, et s'il y en aura d'autres, et bien ça on verra. Tootles, Lost Boy, garçon perdu, bon pour un ancrable, une de 2, lui par contre il aura pas d'alter, donc pas très intéressant à dire. Je pense qu'on a de bien meilleurs personnages à 1 à jouer maintenant que des simples de 2 sans alter derrière. Le capitaine Amelia. Alors ça en draft ça va être pas mal parce que vu que le set est énormément basé sur les pirates, et bien mine de rien avoir un personnage qui dit qu'il peut pas être défié par les pirates, en draft ça va être pas mal quand même. Pour 4 ancrables, une 1-4 de l'or, et ce qui est intéressant avec cette Captain Amelia, c'est qu'elle donne résistance 1 à tous vos autres personnages, mais uniquement pour les défis, pas pour les dégâts directs. Donc c'est pas mauvais, ça permet quand même... Ah oui, et puis c'est quand ils se font défier, c'est pas quand ils attaquent aussi, attention. C'est vraiment vos personnages quand ils se font défier, ils ont résisté 1. Donc une carte vraiment défensive qui est là pour faire en sorte que vos personnages tiennent mieux les trades adverses. Dans ce sens-là, elle peut faire penser un peu à Big Ben. Maintenant, le défaut, c'est que Big Ben, ça marche surtout n'importe quoi. Ici, non, c'est pas le cas. Après, la carte coûte un peu moins cher. Elle peut pas être attaquée par les pirates adverses, donc dans certains match-ups, ça peut être intéressant. Elle a 2 de l'or. Bon, le vrai défaut, c'est le petit 1 d'attaque qui fait qu'elle se fait gérer par beaucoup trop de choses dans le jeu. Mais... à voir. Je vois pas de synergie qui la rendrait si folle que ça pour l'instant. En draft ou en scellé, elle est intéressante. En dehors de ça, pas des masses. On continue avec une légendaire. Hercule pour 6 non ancrables, le bébé demi-dieu. 6 d'attaque quand même, 3 derrière de volonté. Hors d'atteinte de l'or. Donc hors d'atteinte de l'or 6-3, c'est de très bonnes stats parce qu'il résiste à absolument tout. Sauf, soyez prêts bien évidemment. Mais avec 6 attaques, vraiment, pour lui baisser la force précisément, ça va être trop compliqué. 3 de vie, ça fait qu'il va éviter les tuons la bête, donc très intéressant. Donc, de base, un personnage avec hors d'atteinte qui est plutôt sûr de faire ses 2 de l'or. Et une capacité derrière qui, par contre, est pas si folle. Fort comme son papa. Pour 3 d'encre, on peut mettre un dégât, mais un personnage déjà blessé. C'est ça qui est dommage, sinon ça aurait été super intéressant. Mais là, tel quel, il faut que le personnage d'en face soit déjà blessé. La seule bonne nouvelle, c'est que ce Hercule, avec son hors d'atteinte, il peut faire ça à l'infini. C'est-à-dire que, vu qu'il n'a pas besoin de s'incliner pour faire cette capacité, on peut juste spammer l'encre pour faire plein de fois un dégât. Ça, c'est pas inintéressant. Mais malheureusement, ça me paraît un peu compliqué. Alors la combo avec la bête légendaire, évidemment, est assez folle. Mais en dehors de ça, vraiment, je trouve ça juste un peu trop cher. Et la capacité et le personnage. Et donc, voilà. Je suis pas forcément un grand fan de ce personnage-là, tel quel. Je vois pas grand-chose à faire avec, malheureusement. Mais c'est pas inintéressant. La deuxième légendaire qui est complètement liée, pour 5 non ancrables, Hades, 4-3-1 de l'or, avec une capacité un peu similaire, mais pas tant que ça parce que lui s'incline. Lui, justement, il s'incline et paye 3 d'encre pour bannir un de vos personnages, c'est dans le coup, donc c'est obligatoire, pour pouvoir bannir un personnage adverse. C'est un peu Glimmer contre Glimmer, justement, où on va bannir un de nos personnages pour bannir un personnage adverse. Si jamais le personnage en question a des capacités quand il est banni, ça peut être intéressant. Mais là, tel quel, le problème que je vois, c'est que c'est pas un effet d'entrée de jeu, faut payer pour le faire, faut l'incliner pour le faire. Ça me paraît un peu trop cher. Et en plus de ça, ses stats sont sympatoches, mais sans plus. Non, clairement, ce Hades, je ne vois pas être joué. Si jamais c'était pas payant comme capacité, franchement, là, ça aurait pu devenir intéressant. On enchaîne avec Monsieur Haro pour 2, 1-2, résistance 1-2 de l'or. Cette carte est vraiment très bonne. C'est Wendy Darling, la fameuse 1-3 de l'or, mais en mieux parce que plutôt qu'être 1-3 de l'or, il a 1-2 résistance 1. Ce qui de base équivaut à être 1-3, parce qu'au minimum, il faut lui mettre 3 dégâts pour le bannir.
Mais ça veut surtout dire qu'on peut pas lui mettre 3 fois 1 ou 2 fois 2, ça ne suffira pas. Là, vraiment, le personnage, il a d'excellentes stats, et malgré ça, bah, il va avoir du mal à rentrer dans les decks pour deux raisons. Premièrement, il y a toujours Sissou à 3 qui traîne et qui va le bannir directement. Deuxièmement, Monsieur Mouche reste meilleur. Parce que Monsieur Mouche, il a ses 3 de vie. Monsieur Mouche, il a 3 d'attaque, donc il est moins facilement gérable. Monsieur Mouche a ses 2 de lore, donc c'est équivalent. Et Monsieur Mouche, s'il y a un pirate, il prend pas de dégâts. Et s'il prend des dégâts, il y a des decks qui en profitent. Donc, malheureusement, Mister Arrow, excellente carte, vraiment trop bonne carte. Mais c'est juste que Monsieur Mouche est beaucoup trop fort. Donc il pourra pas facilement entrer dans les decks, je pense. On enchaîne avec Howl, donc la chouette. Pour 3 ancrables, 3-3, 1 de l'or, durant votre tour, quand une carte est mise dans votre encrier, un personnage adverse gagne moins 1 d'attaque ou perd 1 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est un moyen de mettre régulièrement moins 1 de force aux adversaires à chaque tour où vous ancrez. Maintenant, à côté de ça, 3-3, 1 de l'or, bon, c'est pas transcendant. Et puis surtout, bah, il faut ancrer pour faire la capacité. Le moins 1, c'est jusqu'au début de son prochain tour, donc ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'on peut soit l'attaquer plus facilement ce tour-ci, soit faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas nous attaquer facilement durant son tour. Ça peut être une carte intéressante peut-être pour les décroches, et encore, le problème c'est que bah, les décroches, ils vont pas monter à énormément d'encre non plus, donc on va pas pouvoir en profiter beaucoup. Donc un peu mitigé malheureusement sur cette petite chouette. On continue avec la première carte promo qui a été révélée pour le coup. Alors on ne sait pas quelle rareté elle aura dans le jeu de base, mais pour l'instant c'est une promo. Aladdin, commandant intrépide pour 4 ancrables, une 1-4 de l'or, avec un alter 2. Et on a des Aladdin 1, donc ça peut être intéressant d'avoir quand même autour d'eux une 1-4 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, tous vos personnages, gagnent plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Ça veut dire que ce Aladdin, quand vous le jouez en alter, c'est une 3-4 de l'or le tour où il arrive en jeu. Donc pas inintéressant, le fait de donner plus de bonus d'attaque peut être sympathique avec des personnages qui disent que vos personnages qui ont en attaque gagnent du lore, ou alors vos personnages, si vous avez beaucoup de force, vous avez des bonus. Donc, à voir dans ce genre de deck si jamais c'est utilisé. Le fait qu'après, dans la partie plus tard, ça reste quand même pour 4, une 1-4 de l'or qui donne toujours plus de l'attaque à tout le monde, c'est pas inintéressant, ça peut aider à trade plus efficacement pas mal de choses, ou à donner des bonus de force qui font que derrière, vous aurez des avantages, encore une fois. Pourquoi pas dans des decks vraiment ciblés là-dessus, sinon dans les autres decks, je ne pense pas que ça sera assez fort pour être joué. I Won't Give In, chanson de Gazelle, je suis très curieux de voir si jamais ils vont la traduire en français, vu que la précédente est restée en anglaise, même dans la version francophone. Pour 2 ancrables, une chanson qui permet de récupérer un personnage qui coûte 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Donc, de la récursivité de la défausse, mais c'est forcément un personnage qui coûte 2 ou moins, alors qu'à côté de ça, on a Partir là-bas, qui est certes non ancrable, et encore j'ai un doute, vous verrez la carte, vous, donc je suis plus sûr de ça, mais qui coûte seulement 1 de plus, et qui est une chanson aussi, et du coup, bah, Partir là-bas, ça par contre, il n'y a pas de gestion de coût ou quoi que ce soit, donc je vois pas dans quel monde, dans quel deck, on voudrait jouer I Won't Give In plutôt que Partir là-bas, où au moins on peut récupérer n'importe quoi pour seulement 1 de plus, voilà. Je pense que cette carte-là va pas être jouée parce qu'il y a juste un petit peu mieux à côté. Mr Big, j'adore cette carte aussi, même si ça va être dur de la jouer. Pour 4 non ancrables, une 1-1-3 de l'or. Et ce personnage ne peut pas être défié par des personnages qui ont 2 d'attaque ou plus. Et en fait, dans le jeu, des persos qui gardent seulement 1 d'attaque, on en a de moins en moins. Et donc, ça fait un personnage qui est dur à défier dans la plupart des cas. Le problème, c'est qu'il arrive au tour 4. C'est à la fois un problème et un avantage, parce que d'ici le tour 4, vous aurez eu le temps d'essayer de gérer les personnages en face qui ont 2 de l'or, pardon, 2 d'attaque, et donc de faire en sorte que Mr Big soit plutôt safe de son côté de la table. Mais le problème, c'est que d'ici le tour 4, en fait, l'adversaire va commencer à avoir un paquet de gestion directe, que ça soit des dégâts directs ou des gestions par rapport à la force. Et donc, à partir de là, ce personnage, il a peu de chances de faire ses 3 de l'or pour être honnête. Donc, pareil. Subjectivement, j'aime bien la carte, j'aime bien l'idée derrière. Objectivement, j'ai du mal à la voir être compétitive dans le format actuel. La 25e carte, le communicateur galactique pour 2 non ancrables. Un objet. Pour 1, on peut bannir cet objet pour retourner le personnage sélectionné avec 2 d'attaque ou moins dans la main du joueur. Donc plutôt intéressant comme carte. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est que les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins. Vous pouvez le délayer, donc ça c'est pas inintéressant, mais le problème c'est qu'en fait on a n'écoute que moi qui remonte n'importe quel personnage en jeu adverse, je crois seulement. Donc, à voir. Avantage du communicateur, on peut remonter ses personnages. Avantage de n'écoute que moi, c'est instantané, c'est chantable. Et en plus de ça, on peut remonter n'importe quel personnage en main. Donc, le communicateur, je suis pas sûr qu'il va être si joué que ça pour le coup. On enchaîne avec Thievery, donc je sais pas, chapardage peut-être.
Pour un ancrable, l'adversaire sélectionné perd un de l'or et vous gagnez un de l'or. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait Tanglet, donc enchevêtré, en rubis il y a très longtemps. C'est une carte qui faisait perdre 1 à tous les adversaires pour 2. Donc en multi c'était intéressant, sinon c'était nul. Là ici on a une carte qui est bien meilleure pour le solo parce que pour 1 vous volez un de l'or à l'adversaire littéralement. Donc bah pas mal du tout en soi. C'est une carte ok si ça faisait piocher, alors là ça aurait été incroyable, mais justement beaucoup trop fort clairement. Mais là tel quel, vu qu'en rouge on commence à avoir quelques cartes en vert rouge peut-être qui diraient ouais si vous jouez beaucoup d'actions c'est bien. Ça pourrait être une carte à rentrer dedans. On en reparlera à la fin de la vidéo, vous allez voir pourquoi. Jasmine Princesse en rébellion. Pour 3 ancrables, une 2-3 de l'or. Quand ce personnage part à l'aventure, chaque adversaire perd un de l'or. Alors ça déjà en multijoueur ça va être incroyable. Mais même en dehors du multijoueur, bah en vrai c'est pas des mauvaises stats et c'est pas une mauvaise capacité. Après il y a toujours Aladdin qui pour le même coup est 2 de l'or. Enfin pardon, est 2-2, 1 de l'or qui fait perdre en entrant en jeu. Mais ici quand on part à l'aventure on fait l'effet donc c'est pas instantané. Mais on fera 2 de l'or mine de rien avec ce personnage là. Et en plus de ça, bah si jamais elle reste en vie elle pourra refaire son effet. Donc, c'est pas inintéressant. Maintenant, je pense que c'est vraiment un personnage qui mériterait d'avoir un bon alter derrière pour être tranquille. Ça tombe bien, on a vu une Jasmine alter très forte il y a pas longtemps. Donc, faut voir les Jasmine alter derrière. Sinon, je suis pas sûr que ça va être si joué que ça. On continue avec John Darling pour 2, 1-4, 1 de l'or. Bah voilà, on en a déjà parlé, mais les 1-4, 1 de l'or sans effet. Le problème, c'est qu'à côté, déjà, bah il y a Ursula qui, elle, en plus, est Meloman 4, pardon. Donc là, tel quel, bon, c'est pas un mauvais mélange de stats. C'est des personnages qui sont pas inutiles en deck rush. Mais bon, on aurait préféré 1-3-2 de l'or très clairement. Donc là, tel quel, je ne pense pas que ça sera joué dans les decks. On continue avec Montrer la voie, action pardon, pour 2 ancrables. Vos personnages gagnent plus d'attaque pour le reste de ce tour. Encore une fois, des cartes qui donnent des boosts d'attaque. Et on sait que des cartes qui profitent du fait que vos personnages aient beaucoup d'attaque, il y en a un paquet. Le problème de ce genre de cartes pour l'instant, c'est qu'il faut avoir un board et l'Orcana n'est toujours pas un jeu où on construit un board de manière établie. C'est un jeu où on fait de la tempo au fur et à mesure. On peut pas se permettre de juste poser les personnages et de rien faire avec. Donc là tel quel, j'ai du mal à imaginer la carte est vraiment jouée. Il faudrait vraiment trouver des decks très particuliers. Pour l'instant, pas ouf du tout. La 30e et dernière carte avant les reveals sera le génie, le fameux génie alter. Pour 7 ancrables, une 4-7 de l'or, donc 4-7 assez embêtant à gérer, à part Medusa bloc de glace ou bon bah des soyez prêts, des trucs comme ça, ça va être une play. Et en fait j'adore cette carte parce que c'est un gameplay à part, c'est un peu comme Jafar. Jafar c'est tu builds un deck autour, ce génie on va clairement build des decks autour. Il a 2 capacités, bon en dehors du fait qu'il est shift 5, ce qui est très intéressant parce que je rappelle qu'on a un génie à 4 qui pioche, qui est insaisissable, qui a 2 de l'or, qui a des bonnes stats, donc déjà de base on a une excellente base pour alter ce personnage là derrière. Mais ce personnage-là, il a 2 effets. Le premier, c'est que quand on joue une autre carte que lui-même, important, ça a été dit par Steve Warner sur le Discord officiel, quand on joue ce génie, on ne pioche pas immédiatement de carte. Ils disent « Whenever you play a card », c'est pour une autre carte que lui-même. Donc malheureusement, pas de pioche instantanée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc, en dehors de ce génie-là, quand on joue une carte, on pioche une carte. Et à la fin de son tour, on met toutes les cartes qui nous restent en main en dessous de nos decks. Ce que j'adore, c'est que déjà, les decks défaussent face à ça, ils sont en mode « Ah, bon bah je peux plus défausser, parce que l'adversaire n'aura plus de cartes en main débutant chacun de ses tours. » Donc il y a plein de cartes qui ne servent plus, et ça, rien que ça, j'adore. Mais en dehors de ça, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est qu'on va commencer son tour, piocher une carte, la jouer, piocher une carte, la jouer, piocher une carte, etc. Et à la fin, la dernière carte, on la remettra sous le deck. Donc un moteur de pioche incroyable, parce que tant qu'on a de l'encre, on joue. Et donc ça en bleu-violet, ça peut être très intéressant, ça peut aussi être très intéressant évidemment en violet-gris, parce qu'en gris, on a des effets quand on n'a plus de cartes en main. On a Tiana qui empêche l'adversaire de jouer des cartes action, on a Prof qui pioche 2 cartes, donc au moment où on joue Prof, les 2 effets se trigger, donc on pourra piocher 3 cartes au total. Donc vraiment, il y a pas mal de choses à faire avec ce génie. Il pourra faire des decks à lui tout seul à part. Il suffit de prendre des cartes assez versatiles et qui marchent tout le temps pour pouvoir builder des decks très efficaces. Donc j'aime beaucoup l'idée, c'est clairement une carte que j'essaierai dans le prochain set. Ça me donne envie de build un paquet de trucs. Et maintenant, on est parti pour les 2 reveals officiels. Attention les yeux, c'est parti. Première carte. Je vais demander à la communauté un sondage en commentaire. Je compte sur vous dans les commentaires. On va devoir trouver un surnom à cette carte que je présente. Aladdin pour 2 ancrables, une 2-3-1 de l'or. Est-ce qu'on l'appelle à la nulle ou est-ce qu'on l'appelle Nuladin? Dans les commentaires, je veux savoir s'il vous plaît. Et dans le chat aussi évidemment vu qu'on est en première. Est-ce qu'on l'appelle à la nulle ou Nuladin?
parce que bah, pour 2, 2, 3, 1 de l'or, c'est pas ouf. Mais après, je rappelle qu'il y a des Alter Aladdin très efficaces et que ça pourrait devenir un Alter Aladdin, pourquoi pas. En dehors du fait d'être un alter, franchement, il n'y aurait aucun intérêt de la jouer, encore une fois. Pour 2, 2, 3, ce ne sont pas des bonnes stats. Mais je trouve ça un peu rigolo qu'avec tout le délire des dos nuls, on ait eu en reveal la carte qui est pour 2, 2, 3. Je trouve ça assez rigolo. Et la deuxième carte du reveal d'aujourd'hui qui est plus intéressante. L'île de la Chouette pour 3 non ancrables, 1 pour rentrer dedans, 6 de volonté. Pour chaque personnage sur le lieu, la première action que vous jouez chaque tour coûte 1 de moins. Donc c'est vraiment un lieu qui encourage à jouer beaucoup d'actions dans vos decks. Et justement ça tombe bien, en émeraude on a des incentives là-dessus. Donc j'imagine très bien des decks vert-rouge qui joueraient beaucoup d'actions parce que ça coûterait moins cher. Et l'autre avantage, c'est qu'à chaque fois que vous jouez la deuxième action de votre tour, vous gagnez 3 éclats de l'or. Avec l'aérosurf qui donne aussi des effets supplémentaires au fait de jouer 2 actions par tour, j'imagine complètement un deck vert basé sur les actions avec des trucs pour remonter en main, de la tempo, mais après, à côté, pourquoi pas, des grosses actions rouges qui tâchent pour bannir des personnages adverses, et donc des cartes pour le récupérer depuis la défausse, des moyens de les jouer moins cher, du lore passif en jouant plusieurs actions par tour. Il commence à y avoir assez de choses dans un module très orienté full action pour que ça devienne très intéressant. Je me demande si jamais ça va être un truc qui va être vraiment joué. Là, la carte, je la trouve intéressante. Maintenant, il faut trouver le bon deck build autour. Peut-être que c'est pas encore le bon moment pour faire ce genre de deck, mais en tout cas, on commence à mettre tellement de briques dedans, comme d'habitude, à force de mettre plein de synergie. Il y a un moment où ça explose et ça devient super jouable. Donc, j'ai hâte de voir ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je rappelle donc que là nous sommes samedi mais que demain soir nous serons sur la Mulligan TV pour la Mulligan Radio. En attendant, moi je vous dis à bientôt. On a normalement dimanche aussi la vidéo du mardi méta de mardi dernier qui va arriver sur YouTube. Lundi, prochaine vidéo de spoil ou donc mardi peut-être. Mardi soir, mardi méta. Mais voilà, plein de choses qui arrivent. Soyez présents dimanche parce qu'on a une grosse annonce pour le compétitif pour les équipes. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7h et à 10 jours du Lordscan Challenge. Alila, hyper son paroxysme, j'espère que vous êtes